à cette conférence sur la manière d'optimiser ces KPI grâce à la simulation prédictive et notamment en ce qui a la présentation de notre solution, le simulateur bayésien. Voilà l'agenda. Rapidement une présentation de qui on est, notamment pour ceux qui ne nous connaissent pas. Quelques repères pour bien situer le cadre des enjeux des KPI et des simulations prédictives et de leur optimisation, la présentation et la démonstration de la solution, et quelques pistes pour aller plus loin, et notamment en termes d'évolution. Et puis bien sûr des questions-réponses tout au long de la conférence si besoin, et surtout à la fin pour échanger de façon dynamique. La présentation vous sera envoyée pour ceux qui ont été présents et elle sera disponible de toute façon sur notre site à terme. À propos de Socio-Data Management, nous avons deux cœurs de métiers historiques, le traitement et l'analyse de données au sens large, multisource, du simple au très complexe, et le développement et la fourniture d'applications pour mieux exploiter et restituer d'informations. On travaille dans tous les secteurs d'activité, plus de 500 clients cross-secteurs, et pour situer un petit peu la force de frappe en termes de traitement et d'analyse, plus de 2500 études traitées par an. 3 convergences d'expertise, dont les 2 premières historiques, une équipe expert statistique et data, une équipe expert R&D et IT, et une équipe marketing un peu plus jeune, dont je fais partie d'ailleurs. Sur la partie data intelligence, qui est vraiment le créneau sur lequel on apporte de la valeur ajoutée à nos clients, voilà un peu le spectre couvert des traitements statistiques, de la modélisation des segmentations, de la data visualisation et le développement de simulateurs, du data mining, des tableaux de bord et des reporting, qu'ils soient sur mesure ou un peu plus packagés et on va dire automatisés ou un peu plus dans le temps, des plans d'action, et même, pour ceux qui le souhaitent, des formations liées bien sûr au traitement et à l'analyse de données. Depuis 2018, nous avons rejoint le groupe Orience, qui est un groupe orienté IT et data, avec très rapidement la présentation des quelques filiales. Akerba, spécialisé dans la cybersécurité. Aura, qui travaille sur une niche un peu spécifique de l'édition logicielle pour les systèmes IDMI, les AS400. DocuGel, gestion électronique de documents. Confluence IT, ingénierie informatique, et la dernière arrivée, Socio-Data Management. Alors, quelques repères pour bien avoir en tête le cadre et les enjeux qui sont importants quand on parle de KPI. Je vais pas m'amuser à tout lire, mais c'est pour vous montrer que pour piloter leur activité, les entreprises, les institutions, les organismes, etc. utilisent des indicateurs clés de performance à tous les niveaux, pour toutes les équipes, quel que soit le secteur d'activité. Bien évidemment, en marketing, les études et les ventes, la finance, comptabilité, l'éducation, les ressources humaines, la production logistique, la santé, etc. On utilise partout des indicateurs clés qui vont nous permettre de piloter notre activité, notre performance, bien sûr avec la notion de suivi dans le temps, suivi historique. Quels sont les enjeux par rapport au KPI? La première chose, c'est qu'il faut bien sûr choisir les bons indicateurs, et surtout fixer des objectifs clairs et en évaluer l'attente, donc se donner les moyens d'en évaluer l'attente. Il faut avoir un dispositif de mesure et des métriques capables de rendre compte du réel avec suffisamment de granularité. Si on mesure des choses très binaires, on va avoir du mal derrière à comprendre la complexité de ce qui se passe. Il faut identifier les différents leviers, les drivers, les attentes, etc. Les différents leviers, analyser comment ils s'articulent pour influer sur l'indicateur de performance globale. Ensuite, il faut en tirer des actions correctives ou d'optimisation en tenant compte de contraintes éventuelles. On a toujours des contraintes, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le niveau, contraintes budgétaires, matérielles, logistiques, etc., etc. Et surtout, l'objectif derrière, c'est de passer de la simple information à la connaissance, de la simple mesure à la compréhension et à l'action dans le temps. Spécifiquement dans les études marketing, quelles difficultés, quelles complexités on rencontre? Je vais commencer par le bas.
D'abord, une profusion croissante d'informations. On en a partout, aussi bien qualitatif que quantitatif. On a des données de sources et de nature différentes. On a des techniques de recueil qui sont très variées. Et derrière, l'enjeu principal par rapport à la profusion de ces données, c'est comment on les hybride, comment on les raccorde entre elles, de façon intelligente, et notamment pour, par exemple, quelques exemples entre parenthèses, raccorder ce qui vient du déclaratif, de ce qui vient de l'observation, du comportemental, ce qui vient de la parole, et ce qui vient du langage du corps, de la gestuelle, ce qui vient du conscient, de l'inconscient, etc., etc. Ensuite, une autre difficulté, c'est que l'expérience client, dans les études marketing, on s'attarde des centrés clients aujourd'hui, l'expérience client et les points de contact sont complexes à appréhender. Il y a plein de composantes, nombreuses. Le parcours client n'est pas linéaire, il y a des allers-retours, il y a des points clés, mais parfois qui se démultiplient. Bref, tout ça est complexe à appréhender. Un autre niveau de complexité, c'est de savoir travailler ensemble, co-construire, que l'ensemble des experts, par exemple, si on loue l'expert en traitement et analyse de données, et nos clients qui sont des experts dans leur métier, il faut arriver à co-construire ensemble. Et c'est en co-construisant ensemble qu'on arrive véritablement à dépasser la complexité du réel. Et puis, l'objectif derrière de tout ça, c'est d'arriver à disposer d'insights, soit opérationnels, soit stratégiques, soit les deux, selon les enjeux. Qu'est-ce qu'on a comme option analytique par rapport à toutes les données? Donc on est dans le cadre des KPI, des indicateurs clés de performance, et des drivers, des leviers, des attentes qui peuvent, derrière, permettre de les expliquer. On a d'abord les analyses descriptives et explicatives qui vont permettre de faire un diagnostic et de répondre à la question « Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ?» On a ensuite de l'analyse prédictive pour franchir le pas et répondre à la question « Qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Et ensuite, dernier cran, et c'est bien ça qu'on recherche tous, c'est de l'analyse prescriptive, c'est-à-dire que ne pas-t-il faire par rapport à tout ce qu'on enregistre pour tirer parti de ce qu'on a observé sur le passé et des prévisions qu'on a faites, comment on se positionne, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Vous avez, je vais pas m'amuser à tous les lire, différents détails dans le tableau, mais ça résume un petit peu ce que je viens de vous présenter. Le plus important, in fine, c'est pouvoir estimer avec une précision forte un résultat futur, et derrière, surtout, prescrire, guider vers une solution, en essayant de qualifier, de quantifier l'effet des décisions qu'on va prendre, pour mesurer le risque, bien sûr. Alors, un petit peu de technique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais un petit peu de technique parce que c'est important d'avoir bien ça en tête. Il y a deux grandes approches pour inférer et probabiliser. Qu'est-ce que c'est qu'inférer et probabiliser? Inférer, c'est généraliser les résultats d'un échantillon à toute la population parente. C'est ce qu'on fait au quotidien dans toutes les études, on travaille sur des échantillons et on essaye d'en tirer des règles, des résultats généraux. Et puis probabiliser, c'est on arrive à le faire, ça, la généralisation, avec plus ou moins de précision, plus ou moins de certitude, et surtout d'incertitude, puisqu'en probabilité, on parle plutôt d'incertitude. Et pour ça, il y a deux grandes écoles. Une école fréquentiste, qu'on appelle fréquentiste, et une école bayésienne. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'école fréquentiste, qui est celle qu'on pratique au quotidien le plus, et qui est encore la plus académique aujourd'hui. Elle est réputée déjà plus objective, parce qu'elle se fonde uniquement sur la loi de l'observation. C'est-à-dire qu'on va considérer comme le plus probable ce qui se répète dans le temps, en donnant des résultats les moins incorrects possibles. Ensuite, l'approche fréquentiste, elle va baser ses décisions, ses prises de décision, sur, généralement on utilise la significativité, les tests de significativité. Et puis ensuite, on va mesurer l'incertitude, et donc, à contrario, la certitude, par l'intervalle de confiance. On le pratique tous dans les études, alors peut-être pas tous au quotidien, mais en tout cas très régulièrement.
Et puis il y a l'approche bayésienne, qui est réputée plus subjective. Alors elle ne l'est pas en soi, mais elle l'est parce qu'elle introduit effectivement du subjectif en plus de l'objectif. Elle combine en fait l'information obtenue par les données, et l'approche bayésienne utilise d'ailleurs dans de nombreuses règles mathématiques l'approche fréquentiste, mais elle va rajouter aussi de la connaissance a priori, des avis experts, des études antérieures, des choses que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on pratique au quotidien. C'est une chose, par exemple, que de se poser la question, bon, ce matin, je sors de mon lit, je vais m'habiller, est-ce qu'il va pleuvoir? Quelle est la probabilité qu'il pleuve? Bon, ça, c'est une question qu'on se pose dans l'absolu, et souvent. C'est une autre chose que d'approcher cette question en se disant, quelle est la probabilité qu'il pleuve, sachant que j'ai vu mon compagnon partir avec un parapluie. Je n'ai pas encore regardé par la fenêtre, mais j'ai vu mon compagnon partir avec un parapluie. La probabilité qu'il pleuve en soi, on peut la calculer, on peut la quantifier, on va s'amuser à prendre connaissance du nombre de fois qu'il a plu, etc., etc. Par contre, rajouter de l'information en disant, la connaissance en disant, mon compagnon est parti avec son parapluie, là, j'augmente très fortement la probabilité qu'il pleuve. Et là, vous allez commencer à faire du bayésien. Donc, du coup, on va parler plutôt de degré de confiance dans une hypothèse, en faisant du bayésien. Et l'inférence bayésienne, l'approche bayésienne, elle permet d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire d'aller des causes vers les effets, et de remonter en même temps des effets aux causes, en permanence. Du coup, on va plus parler d'intervalle de confiance, mais d'intervalle de crédibilité avec cette approche. Un petit peu d'histoire, juste pour qu'on comprenne bien les enjeux aussi et qu'on comprenne pourquoi c'est arrivé très tardivement. Ça date de quand, l'approche bayésienne? De la fin du XVIIIe, donc de Weiss, Thomas Weiss, qui était un révérend et en même temps logicien, qui a beaucoup travaillé sur les probabilités, et donc qui a inventé, plutôt conçu, cette notion d'inférence bayésienne, c'est-à-dire la probabilité des causes hypothétiques à partir de l'observation d'événements connus. Plutôt que de passer des causes aux effets, grosso modo, il observe les effets et il essaie de remonter aux causes. Faire très court. Ensuite, donc, lui travaille là-dessus. Laplace reprend un petit peu, fin du XVIIIe, toujours pareil, son approche, et longue traversée du désert pendant plus de 150 ans. Il se passe quelques petites choses, mais on va rentrer dans le détail, c'est pas l'objet. Un événement important, Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont créé une machine qui s'appelle Enigma, très très compliquée, que les Alliés essayent désespérément de décrypter, et Alan Turing arrive en utilisant l'approche bayésienne, en utilisant aussi d'autres outils bien sûr, mais grâce à l'approche bayésienne, il réduit en fait considérablement le champ de tir de toutes les probabilités de décryptage pour arriver à décrypter. Et les experts estiment que ça a permis d'écouter la Seconde Guerre mondiale de 2 ans, le fait d'avoir traqué Enigma. Années 70 et surtout 80, on assiste à la naissance des réseaux bayésiens, c'est-à-dire qu'en fait, d'une théorie, on passe à une représentation graphique, visuelle et à une modélisation, qui reste encore à cette période quand on est à la recherche, et on arrive enfin à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, grâce au développement de l'informatique et des nouvelles technologies, l'analyse bayésienne et toutes ses composantes et toutes ses applications se multiplient. Elle n'est pas encore généralisée, mais elle a des applications dans tous les domaines aujourd'hui. Quelques exemples de limites qu'on rencontre aujourd'hui par nos approches classiques, par notre façon de représenter les choses. D'abord, sur la représentation, donc par rapport au KPI, on a souvent des représentations qui sont statiques, qualitatives, et donc pas quantitatives forcément, et univariées. Je m'explique. On utilise par exemple des matrices stratégiques, des matrices importance satisfaction, des matrices Lozan, des bilans d'image, etc., etc. À chaque fois que vous avez une photo, alors qui peut être très parlante et très utile, bien sûr. Vous avez une photo qui reste statique, c'est-à-dire que vous avez une difficulté à simuler des choses et voir ce que pourrait donner dans le temps ou en fonction de l'évolution et en visuel le résultat.
qui reste qualitatif bien souvent parce que vous avez identifié différents leviers. Alors vous êtes capable pour chacun de ces leviers de le quantifier, mais l'ensemble des leviers, comment ils jouent de façon articulée, là vous êtes confronté au problème. On a aussi, dans notre approche classique, des résultats parfois compliqués à expliquer et à animer surtout. Typiquement, si on prend des dispositifs barométriques, on est quand même assez souvent confronté au problème de raconter la même histoire. Soit les résultats sont complètement flats, soit au contraire, il y a des choses en dents de scie qu'on a des difficultés à expliquer, mais on raconte la même histoire, et du coup, avec le temps, les choses se monotonisent, on va dire. Et ensuite, on a bien évidemment des difficultés à expliquer en plus des évolutions, par exemple, très discordantes, parce que il faut rentrer dans le détail des leviers, des attentes des règles. Alors, si on se concentre sur les réseaux bayésiens, il ne faut pas en rester que au réseau bayésien pur, bien sûr, parce que c'est trop complexe. L'interprétation, vous avez un exemple, et encore celui-ci est relativement simple, interprétation graphique des réseaux bayésiens. Imaginez une centaine de critères avec des liens dans tous les sens, là, ça va être difficile visuellement. Du coup, une solution, c'est celle du simulateur bayésien sur laquelle on a travaillé. Alors, une présentation du principe général. Le simulateur est fait pour, avant tout, première fonction, mesurer l'influence de critères détaillés, ce qu'on appelle les variables explicatives, sur un KPI global, la variable à expliquer. Typiquement, dispositif d'enquête de satisfaction, vous avez des critères de satisfaction détaillés, une satisfaction globale, on va chercher à expliquer la satisfaction globale par les critères détaillés. Mais, ça va aller plus loin, ça va mesurer les interactions entre les critères détaillés. Comment ils s'articulent entre eux, à quel degré chacun, quand on joue, quand on fait jouer ensemble, comment ça se combine. Et puis, surtout, la fonction principale, c'est de traduire ça en mode utile, pratique, efficace à utiliser, c'est-à-dire simuler puis déterminer des plans d'action visant à améliorer ou optimiser un KPI global. Donc on a du coup des insights qualitatifs, sur quel levier agir, et quantitatifs, quel est l'effort nécessaire et suffisant pour atteindre un objectif d'amélioration, d'optimisation. Et puis, vous avez en plus, bien évidemment, parce qu'on ne travaille jamais, enfin en tout cas pas toujours sur une population en général, on travaille aussi sur des populations cibles, sur des segments bien précis, bien particuliers, ou bien sur des zones géographiques, des pays différents qui peuvent avoir leurs propres spécificités. Et du coup, vous avez des fonctionnalités de filtre et de visualisation des niveaux de contribution, je vous expliquerai après le niveau de contribution, qui permettent en plus de prendre en compte des contraintes. Donc, grosso modo, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de visualiser l'ensemble de ces propriétés. Comment ça marche, technique et méthode. Et juste après, on va passer à une démonstration. Ça marche grâce à la modélisation statistique à partir des réseaux bayésiens, ce dont on a parlé un petit peu avant, avec une méthode de validation itérative et évolutive. On fait des corrections, on enrichit, on valide par différentes mesures dans le temps éventuellement, c'est notamment sur les dispositifs barométriques. Quel est le process de validation très rigoureux? C'est qu'on élabore un modèle sur une partie de l'échantillon et on le valide sur une autre partie. La partie de l'échantillon, c'est l'échantillon qu'on appelle d'apprentissage, et c'est validé en permanence sur un échantillon de contrôle. Et on va avoir un peu des standards, et ça c'est l'expérience en fait qui permet de l'acquérir progressivement, de capacité du modèle à prédire la variable à expliquer, donc de capacité du modèle à dire voilà comment s'explique la satisfaction générale, par le délai d'attente en caisse, par la disponibilité des stocks, etc., etc. Et on va comparer donc la valeur prédite avec la valeur réelle dans notre modèle, avec à partir de 70-75%, on va estimer qu'on commence à avoir un très bon niveau de précision de problème. Le tout est combiné à un outil de data visualisation dynamique et interactive, pour que ce soit pratique, facile d'utilisation, pour visualiser et simuler en direct les résultats et les projections. Notre objectif, quand on a mis en place ce simulateur, quand on l'a développé, et dans les évolutions aussi qu'on envisage, puisque c'est un outil qui bouge en fonction du retour de nos clients,
c'est qu'on s'adresse bien évidemment à un public qui n'est pas forcément statisticien, qui ne maîtrise pas les réseaux bayésiens. L'objectif, c'est qu'il y ait quelque chose de directement utilisable, exploitable, opérationnel. Alors, là, je suis obligé de lancer manuellement. Voilà. Il n'y a pas de son, vous avez juste du visuel. Donc on commence bien évidemment par l'accès en ligne. Il y a une page de connexion, tout est sécurisé pour pouvoir se connecter au simulateur. Vous avez le système du mot de passe oublié, comme sur n'importe quelle application, pour pouvoir récupérer votre mot de passe si besoin. Et donc, vous allez vous connecter. Première page, introduction, page de sommaire, qui va vous donner tous les projets, les études, si on parle d'études par exemple, sur lesquelles il y a effectivement un modèle qui a été réalisé. Vous avez ensuite tous les critères qui sont présentés. Donc vous avez des commentaires qui vous donnent des explications sur le bas de l'écran. Vous avez tous les critères qui... Alors là, c'est l'exemple dans la restauration. C'est de la recommandation. C'est plus simple. Le KPI global qui est mesuré est là. OK. Et vous avez ici les critères. Là, vous avez le niveau sonore, le délai de réservation, la maniabilité du serveur, etc., etc. Et le simulateur permet en fait de faire jouer les critères avec visualisation, l'impact direct sur... Alors, je vais pas y assez vite, on a des mots même plus vite que moi. Vous arrivez tout à suivre? C'est pas trop rapide? Non? Différents modes. Là, vous avez un mode exploration qu'on vient de voir, un mode simulation. Donc, l'exploration, c'est pour débroussailler le terrain, on va dire. Le mode simulation, vous travaillez, vous regardez, vous simulez en fait l'impact d'un seul indicateur. Contrairement au mode exploration préalable où vous pouviez travailler sur l'ensemble. Et le dernier mode qui est le mode expert. Là, vous allez déterminer vous-même, ici, là, quels sont les critères que vous voulez maintenir comme actifs, c'est-à-dire pour jouer sur le modèle. En l'occurrence, on sait pertinemment quand on a, alors prenons un baromètre de satisfaction, comme celui-là, ou avec de la recommandation, on sait pertinemment quand on a une dizaine ou une vingtaine de critères, qu'on ne va pas forcément pouvoir jouer sur tous. On va se fixer des priorités. Et même si certains contribuent comme d'autres, on va tenir compte aussi de nos contraintes matérielles, budgétaires, d'investissement, d'un plan média éventuel, etc. Bref, ce mode-là, le mode simulation qu'on vient de voir, permettait de choisir ces critères actifs. Ici, vous avez discuté dans les commentaires, vous avez la possibilité de ne filtrer que les critères qui contribuent à partir d'un certain seuil, et donc de travailler uniquement à partir de ces critères. Et ça vous permet facilement, effectivement, de visualiser les efforts, de sauvegarder toutes vos simulations pour y réaccéder ensuite. Alors on a mis des noms, après l'utilisateur est bien évidemment libre de mettre les noms qu'il veut. À chaque fois, vous avez la possibilité de réinitialiser, de remettre à 0 si vous le souhaitez. Voilà, un deuxième modèle, un deuxième essai avec, en faisant jouer des critères différents. Vous voyez tous les labels les étiquettes? Ou c'est un peu petit, non, peut-être? Encore une autre simulation différente. Bon, c'est pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs tests, bien évidemment. Que c'est des utilisateurs, bien sûr, c'est-à-dire que... Et là, vous avez la photographie finale avec les efforts à faire, et qui est indiqué en pourcentage. Donc là, on vous montre les différentes études possibles. Alors là, on vient de voir une étude avec de la recommandation, de satisfaction avec de la recommandation, mais ça marche sur tout indicateur global,
expliqués par les critères détaillés. Alors là, en l'occurrence, il y en a une flopée de goût. Là, il s'agit de l'acquisition de nouveaux adhérents. Vous avez différents critères, le volume de mails, le recrutement de vos salariés, le nombre d'événements locaux organisés, la prospection, le nombre d'équipes terrain, prospection, le nombre d'affiches, les recrutements, les salariés seniors, etc., etc. Et on cherche, l'idée, c'est d'obtenir davantage de nouveaux adhérents et à comprendre comment on va faire jouer, en fait, différents critères pour obtenir des nouveaux adhérents. On a fixé le seuil de contribution des items à 8%. Du coup, on est sur un spectre réduit parce qu'on estime qu'on va pouvoir travailler, par exemple, sur ces critères-là et que les autres, on a moins de marge de manœuvre, par exemple. Et du coup, on a fait une simulation qui nous permettait quand même de passer de 516 à l'origine, par les pratiques qu'on avait observées jusqu'à maintenant, à 644. Un gap intéressant quand on raisonne, ça c'est un échantillon, mais quand on raisonne à l'échelle d'une population beaucoup plus globale. Alors, je m'envoie, je zappe. Voilà. Écoutez, je vous demanderai si vous avez des questions juste après, on n'est pas très loin de la fin de la présentation d'elle-même. Pour aller plus loin, quelques exemples d'application de la solution, mais ce ne sont vraiment que des exemples, parce qu'en fait, potentiellement, on peut l'appliquer de façon un peu plus générale. Dans le cadre marketing et des études, comme on vient de le voir, on va l'appliquer pour mesurer l'influence du thème de satisfaction sur la recommandation et déterminer des plans d'action pour optimiser le dispositif et sa satisfaction, sa recommandation. C'est valable aussi pour des items d'image, sur une note d'image ou de réputation globale. Ça peut être très utile, et en l'occurrence, on a travaillé avec quelques clients sur cet aspect-là, pour identifier les moments, les étapes clés du parcours client. Et de savoir sur quoi, du coup, les clients doivent faire leur effort. Le client en tant qu'annonceur. Pour identifier, mesurer l'influence des points de contact sur la satisfaction, sur le taux de conversion, sur l'image, mais même sur des indicateurs qui sont un petit peu plus complexes. Par exemple, imaginons qu'on a quelques clients qui commencent à l'avoir, le chemin de conviction, ce qu'on appelle le chemin de conviction, donc grosso modo du début du parcours client jusqu'à l'acte d'achat, mesurer donc l'influence des points de contact. L'influence des investissements publicitaires sur les ventes dans une stratégie vraiment cross-média. L'influence, par exemple, de chaque ingrédient ou composante d'un produit ou service sur son liking global, sa préférence, son attractivité. Et puis de façon un petit peu plus pratique, et pour le coup c'est de plus en plus utilisé aussi comme ça par nos clients, pour optimiser un questionnaire. Grosso modo, on a des clients qui se fadaient 60 à 70 items dans tous les sens, par exemple pour de la SAT, et au final ça fait du bruit en fait de partout. Et vous avez beaucoup d'items qui sont corrélés les uns avec les autres, qui ne racontent pas du tout la même histoire, etc. Bref, l'idée c'était de se focaliser sur les variables clés pour avoir un questionnaire qui soit un peu plus court, un peu plus efficace, et derrière qui se concentre sur l'essentiel. Donc, on l'a utilisé dans ce cadre-là aussi. Plus généralement, la solution peut s'adapter en fait à tout indicateur de performance que l'on cherche à expliquer et à prédire par des variables explicatives. Ça peut être un score. Ça peut être un nombre, un nombre de clients comme on vient de le voir, ou d'adhérents par exemple, ça peut être un taux, un indice, etc. etc. Quelques idées de l'évolution de la solution, puisque c'est une solution qui bouge dans le temps. L'idée, c'est d'avoir une fonctionnalité qui permet de fixer directement l'objectif à atteindre sur le KPI global, c'est-à-dire plutôt que de, entre guillemets, tâtonner pour voir l'impact sur l'objectif, c'est de fixer directement l'objectif. Exemple, je veux passer de 41.9 à 45 d'emblée, et de voir la photographie, alors les photographies au départ, mais l'idée c'est d'en avoir qu'une, la photographie idéale, pour m'améliorer. Donc grosso modo, de se passer un petit peu du travail de débroussaillage qu'on a vu tout à l'heure. Une autre amélioration sera de pouvoir voir le mapping de contribution. Alors vous ne l'avez peut-être pas noté, mais vous aviez, j'ai pas insisté là-dessus, j'aurais pu d'ailleurs, ici sur chacun des critères,
par exemple, sur une étude de satisfaction, on vous a positionné en fait les critères en fonction du mapping de contribution qui vous indique les éléments clés, les éléments secondaires, les éléments basiques, etc. L'idée, c'est en plus donc, de la simulation, de pouvoir voir aussi le mapping directement dans l'outil. C'est valable, par exemple, pour une matrice stratégique aussi en termes de vente, de produits, de services. C'est de rajouter des fonctionnalités d'export vers PowerPoint et des sauvegardes sur d'autres formats que juste à l'intérieur de l'outil, entre guillemets. Une visualisation optimisée des leviers à prendre en compte, et notamment sur les courbes de réponse. Les courbes de réponse, c'est ce que vous avez en gris là derrière, qui vous indique comment en fait répond le critère. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'encore plus peut-être visuel pour que vraiment tout soit optimisé dans l'outil pour que vous alliez directement à la décision. Important. De rajouter un bouton de partage avec les collaborateurs, éventuellement d'intégrer, alors ça c'est pour un futur peut-être un peu plus lointain, mais d'intégrer les benchmarks, parce que pour le coup, on commence à avoir de l'apprentissage pour différents dispositifs et pour différents clients. Et pourquoi pas aussi une notion d'historique et de gestion d'historique directement à travers un projet. Voilà, donc plein d'évolutions possibles, et certaines à court terme, d'autres à plus long terme, qui permettront d'optimiser la solution. Voilà. C'est fini.